Bienvenue pour une nouvelle édition du Journal Afrique. À la une de l'actualité, l'Union africaine obtient un cessez-le-feu au Mali. 3 groupes armés ont accepté de déposer les armes à Kidal. Bamako peut-elle encore imposer sa souveraineté dans le nord du pays? Nous en parlerons avec notre invité, le ministre malien de la Communication. La condamnation de Germain Katanga devant la Cour pénale internationale. 12 ans de prison pour l'ancien chef de guerre congolais. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, crimes commis en 2003 dans l'est de la RDC. Et puis, gros plan sur la journée mondiale de la fistule. Ces lésions sont causées par des accouchements difficiles ou des mutilations sexuelles. Elles engendrent souvent l'exclusion sociale. Pourtant, il existe des solutions. Reportage dans ce journal. Peut-être donc un signe d'espoir au Mali. 3 groupes armés dans le nord du pays viennent d'accepter un cessez-le-feu. Après la défaite de l'armée malienne, ce sont pourtant eux qui détiennent la ville de Kidal et d'autres localités. L'annonce survient après la visite surprise à Kidal du président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, également président en exercice de l'Union africaine. Nous sommes en ligne avec notre correspondant au Mali, David Baché. Bonsoir. 3 groupes armés ont accepté un cessez-le-feu sous conditions. Nous avons accepté le cessez-le-feu pour répondre aux attentes de la communauté internationale et pour tenir compte de la situation des populations. C'est ce que m'a déclaré il y a quelques minutes un porte-parole du MNLA à Kidal, qui explique que les rebelles Touaregs entendent en fait démontrer leur crédibilité en respectant leurs engagements. Ils veulent, je cite, engager une dynamique qui soit la bonne. En clair, les groupes armés acceptent de cesser les hostilités en échange de l'ouverture immédiate de négociations, des négociations politiques sur le statut territorial des régions du Nord que les groupes attendent depuis des mois, et non plus de simples discussions, précise le représentant des rebelles Touaregs. L'accord de cessez-le-feu prévoit également la libération des prisonniers des 2 camps dans les meilleurs délais. Les groupes rebelles affirment en avoir fait 40. Bamako détiendrait plusieurs centaines de combattants des groupes armés, plus de 300 selon ces groupes. Ces rebelles qui ont accepté le cessez-le-feu sont pourtant en position de force aujourd'hui, David. Ah oui, c'est même le moins qu'on puisse dire. Mercredi, les groupes ont infligé une cruelle défaite à l'armée malienne. Ils se sont assurés du contrôle total de la ville de Kidal, mais aussi de Ménaka. Ils sont entrés dans d'autres localités, à Néfis, Anderamboukan, à Guélok. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cessez-le-feu est un événement aujourd'hui, maintenant qu'il est accepté par les groupes, alors qu'il ne l'était pas mercredi soir, lorsque le gouvernement malien l'a officiellement instruit dans un communiqué. Mais c'est aussi la raison pour laquelle la mission des Nations Unies au Mali ne fait que sobrement état ce soir de progrès en voie de réalisation. Reste à voir, en effet, combien de temps sera nécessaire pour que ces différents points soient mis en œuvre. Reste à voir aussi ce qui se passera sur le terrain, si les rebelles entendent se retirer rapidement de la ville de Kidal et des autres localités dans lesquelles ils sont entrés pour les restituer aux autorités maliennes, ou s'ils envisagent de conserver ce nouveau rapport de force en vue des négociations à venir. David Baché, correspondant TV5 Monde au Mali, merci à vous. Alors Bamako peut-elle encore asseoir son autorité dans le nord du pays? Doit-elle entrer dans une négociation avec les rebelles de l'Azawad? Pour répondre à ces questions, nous recevons le ministre de la Communication malien, Mahamadou Camara. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons peut-être par faire le point sur la situation au Mali. Vous avez reconnu votre défaite à Kidal, mais les indépendantistes affirment contrôler d'autres villes, et notamment la ville de Ménaka. Ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire qui détient quoi? Ce que je peux vous dire, c'est que l'armée malienne a effectivement connu un revers dans la journée du mercredi 21 mai. Elle avait pris possession du gouvernorat de Kidal. Donc Kidal en territoire malien, il est normal que l'armée y soit présente. Malheureusement, l'afflux de combattants des groupes armés accompagnés par des terroristes n'ont pas permis à l'armée de conserver ses positions. À l'heure où nous parlons, Kidal est effectivement sous contrôle des groupes armés et de leurs alliés terroristes. Pour ce qui est d'autres villes du Nord Mali, comme Ménaka, là la situation est partagée. L'armée est toujours présente. Il y a un camp qui est tenu par l'armée malienne, mais il est vrai que dans d'autres secteurs de cette ville, les groupes armés et leurs alliés sont également présents. Sur quelles autres localités vous reconnaissez la présence de Le contrôle de toutes les autres localités, à l'exception de celles que je viens de citer, est malien.
Très bien. Alors le MNLA et vous accusez mutuellement d'être à l'initiative de cette attaque. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'armée s'est aventurée à Kidal avec les résultats que l'on sait. Est-ce que vous pouvez nous dire au fond qui a pris la décision d'envoyer l'armée là-bas? Je pense que vous me méprenez, il n'y a pas d'accusation de part et d'autre. Vous devez comprendre que Kidal n'est pas une enclave en territoire malien. Kidal est une région du Mali, Kidal est une ville malienne. Par conséquent, lorsque le Premier ministre de la République du Mali, un Premier ministre légitime d'un pays souverain se rend dans cette ville-là, il n'est pas normal que son convoi, que sa délégation essuie des tirs. Ça n'est pas normal. Nous ne l'acceptons pas. Par conséquent, il est ensuite retourné. Nous avons condamné ce qui s'est passé. Nous avons également condamné le meurtre, l'assassinat de personnel du gouvernement, de personnel civil. Il y a 8 personnes qui ont été massacrées tout simplement par les assaillants. C'est inacceptable. Et pour ce faire, l'État du Mali ira devant les juridictions internationales. Nous voulons que toute la justice soit rendue sur ces crimes-là. Mais cette décision, finalement, beaucoup de compatriotes eux-mêmes ont du mal à la comprendre. Je vous propose d'écouter une réaction, cette décision du Premier ministre, vous venez de nous le dire, d'envoyer l'armée à Kidal. On va écouter ce qu'on pense. Je vais rectifier parce que ce que vous dites n'est pas exact. Qui a pris la décision d'envoyer l'armée dans le nord du pays? Est-ce que c'est une décision qui vient du ministre de la Défense, du président de la République? L'armée nationale du Mali a vocation à être présente sur l'ensemble du territoire national. Qu'on soit clair, l'armée malienne était présente à Kidal. Ce dont vous parlez, il s'agit des attaques de mercredi matin, mercredi 21 mai. En effet. L'armée, effectivement, a tenté de reprendre le gouvernorat de Kidal. En effet. Elle a réussi, elle a ensuite reperdu. Il y a eu un revers. Ça arrive. Moi, je veux saluer le courage de nos hommes qui se battent dans des conditions qui, vous le savez, ne sont pas faciles, et surtout rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie. Alors, on va écouter la réaction justement de vos compatriotes sur ce revers dont vous nous parlez. On écoute. Vraiment, c'est déplorable ce qui s'est passé. Le gouvernement ne devait pas aller comme ça, sans vraiment étudier la situation. Je peux faire la guerre ou je ne peux pas faire la guerre. Parce que c'est ces gens qui meurent, vraiment, c'est pas quelque chose de je ne sais pas comment dire, une plaisanterie quoi. Alors, mener une opération dans cette ville du nord du Mali, est-ce que, quand on sait que l'armée malienne avait du mal à asseoir son autorité dans cette région, est-ce que c'était une décision mûrement réfléchie? Je pense que la décision a été prise. Voilà, les soldats y sont allés. Malheureusement, il y a eu ce revers. Maintenant, nous regardons devant. Nous allons étudier ce qui s'est passé pour en tirer les leçons et pour qu'à l'avenir, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, nous, notre vocation, c'est d'aboutir à la fin de ce processus de paix, aboutir à la paix. Parce que, avant tout, ce sont des populations qui sont concernées, des populations qui sont en manque de développement. Nous, ce que nous voulons leur apporter, c'est ça. Et pour ce faire, il faut sécuriser le territoire et faire en sorte qu'ils soient en paix. Voilà pourquoi, depuis son installation au mois de septembre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé un processus de négociation. Vous le savez, il a mis en place les Assises nationales du Nord, il a organisé les États généraux de la décentralisation, qui ont pour vocation d'apporter une réponse politique aux problèmes parfois légitimes qui sont soulevés par certaines populations dans le Nord Mali. Voilà notre vocation, faire la paix, rien d'autre. Alors justement, pour faire la paix, donc il y a eu ce cessez-le-feu. Visiblement, le président mauritanien, président en exercice de l'UA, a réussi à obtenir ce cessez-le-feu avec 3 groupes armés. Est-ce que vous êtes prêts à négocier? Parce que les rebelles, eux, disent qu'ils se sentent prêts à négocier, mais est-ce que vous êtes toujours en position de force pour négocier? Nous avons toujours été prêts à négocier, quelle que soit notre position. Est-ce que vous êtes toujours en position de force? Nous sommes toujours en position de force. Pourquoi? Parce que nous avons le droit pour nous. Les uns et les autres ont reconnu l'intégrité territoriale du Mali. C'est le plus important, l'ensemble de la communauté internationale. Et je le rappelle, même les groupes qui sont aujourd'hui sur le terrain, puisqu'ils ont signé avec nous l'accord préliminaire de Ouagadougou qui date de juin 2013. Les uns et les autres se sont engagés à garantir la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, d'une part, et aussi à renoncer à toute forme de terrorisme et d'association avec ce genre de personnes. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle alliance de groupes armés comme le MNLA avec des éléments terroristes qui avaient été un temps chassés du Mali. Vous avez sur le sol malien des forces donc de la MINUSMA, de l'ONU, des forces également françaises avec l'opération Serval. Le jour de l'attaque, la MINUSMA a soigné les blessés, mais personne n'est intervenu dans les combats. On va écouter une autre réaction recueillie à Bamako. La Serval de la MINUSMA disent qu'ils sont venus pour le Mali. S'ils sont venus pour le Mali, mais je pense qu'ils devaient travailler avec le gouvernement malien et non avec des bandits armés.
Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que la France, est-ce que l'ONU doit s'engager davantage avec le Mali, ou bien est-ce que finalement c'est pas leur rôle de traquer, enfin de faire autre chose que de traquer les islamistes? Je réponds que le mandat de renouvellement de la MINUSMA est en cours de discussion au niveau des Nations Unies. Le Mali va apporter des propositions pour améliorer l'efficacité de la MINUSMA sur le terrain. Pour ce qui est des remontrances que certains de nos compatriotes font à l'endroit de la MINUSMA et parfois de la France, je dirais que tout a été dit entre les différents responsables. Le chef de l'État, le chef du gouvernement a rencontré le patron de la MINUSMA, des représentants de la France, et il a également échangé avec des représentants de l'ONU à New York. Tout a été dit, des explications ont été faites. Aujourd'hui, nous regardons devant. Nous savons que la MINUSMA et la France et toutes les forces internationales présentes au Mali sont nos alliés. Ils l'étaient hier, ils le sont aujourd'hui, et demain nous serons ensemble pour faire la paix. Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez qu'ils s'engagent éventuellement dans des combats, ou bien que leur mandat se cantonne uniquement à faire la chasse aux islamistes? Nous souhaitons qu'ils fassent en sorte que la souveraineté de l'État malien soit garantie sur l'ensemble du territoire. C'est clair. Nous souhaitons également que lorsqu'il y a des crimes comme ceux qui ont été commis à Kidal il y a quelques jours, ils fassent toute la lumière et que les responsables soient sanctionnés de manière la plus ferme possible. Nous souhaitons que la MINUSMA procède au cantonnement qui est déterminé par l'accord de Ouagadougou, le cantonnement des groupes armés, qui n'a malheureusement pas encore commencé. Voilà, nous avons des échanges qui nous permettent de dire ce que nous souhaitons, et nous sommes convaincus que nous réussirons à aboutir à cela. Mahamadou Camara, ministre de la Communication du Mali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis un dernier mot à propos du Mali. Cela fait maintenant 911 jours que Serge Lazarevitch est retenu otage dans le nord du pays. C'est le dernier otage français dans la région. Nous pensons à lui. C'est sans doute le signe d'un début de réchauffement entre la France et le Rwanda. Le chef de la diplomatie française et le président rwandais ont échangé une poignée de mains et discuté pendant près d'une heure. C'était ce vendredi en marge du New York Forum Africa à Libreville, au Gabon. Au mois d'avril, le président rwandais s'était montré très virulent contre la France, accusé de ne pas reconnaître son rôle dans le génocide au Rwanda. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a placé Boko Haram sur la liste noire des organisations terroristes liées à Al-Qaïda. Décision accueillie avec satisfaction au Nigeria, car elle permettrait d'appliquer des sanctions, sanctions type embargo sur les armes, gel des avoirs, interdiction de voyager. Sauf que pour l'instant, personne ne sait où se trouvent les lycéennes otages des islamistes et à plus forte raison où se trouvent leurs ravisseurs. Il était l'un des chefs de guerre d'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. La Cour pénale internationale vient de reconnaître sa culpabilité dans le massacre du village de Bogoro en 2003. Germain Katanga a été condamné à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sandrine Gomez. La Chambre fixe une peine unique de 12 années d'emprisonnement. Germain Katanga écoute impassible le verdict de la Cour pénale internationale. Ce verdict, il l'attend depuis sa condamnation en mars pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes de guerre commis il y a plus de 10 ans en RDC. Le procureur avait requis 22 à 25 ans de prison, mais les juges ont été plus cléments, car c'est bien sa seule complicité qui a été retenue. La Chambre a considéré que Germain Katanga avait apporté une contribution significative à la commission de certains crimes commis par le groupe de commandants et de combattants de la collectivité de Walendu-Bindi. En 2003, Germain Katanga, surnommé le Lion, est l'un des commandants de la FRPI, la force de résistance patriotique de l'Ituri. Objectif de cette milice soutenue par Kinshasa, reprendre les territoires de l'Est tombés aux mains de groupes armés formés par l'Ouganda. Pour cela, il leur donne des armes. Ils s'en serviront ce fameux 24 février dans le village de Bogoro. 200 personnes de l'ethnie Emma sont tuées, les femmes violées et enlevées, les enfants soldats enrôlés de force. Alors qu'il faisait encore nuit, que les habitants étaient chez eux et qu'ils dormaient. Le fait que les assaillants soient arrivés de toutes parts a rendu très difficile la fuite des villageois. Le procès aura duré 3 longues années, au cours desquelles 57 témoins ont été entendus. Germain Katanga dira même éprouver des remords. Aujourd'hui, il fait appel de sa condamnation et demande à ce que justice soit faite pour les donneurs d'ordre.
3 jours après les élections générales, l'inquiétude gagne le Malawi. La présidente sortante parle d'irrégularité et demande qu'on recompte les voix. Elle dénonce également un piratage du système informatique de la commission électorale. Les partis ont lancé un appel au calme. En Tunisie, un soldat a encore été tué à la frontière algérienne. C'est l'explosion d'une mine qui a tué ce militaire et blessé 5 autres au mont Chaambi. Depuis 2012, l'armée traque des groupes liés à Al-Qaïda dans cette zone. Une vingtaine de militaires y ont déjà trouvé la mort. En Égypte, ce vendredi, c'était le dernier jour de la campagne avant la présidentielle de lundi et mardi. Un scrutin sans grande surprise qui devrait voir l'élection de l'ex-maréchal Al-Sisi. Face à lui, Hamdine Sabahi, figure de la gauche égyptienne. C'est une affection dont souffrent des centaines de milliers de femmes. On appelle ça des fistules. Ce sont des lésions qui rendent les femmes incontinentes. Dans l'est de la RDC, la plupart des victimes ont été violées et cette épreuve se solde généralement par une exclusion sociale ou des ruptures conjugales, et ce, alors même qu'il existe des solutions pour régler le problème. Reportage dans l'est de la RDC, commentaire signé Sandrine Gomez. Elles sont venues chercher de l'aide ici à Bukavu. Toutes souffrent de ce mal dont on ne parle pas et chacune a son histoire pour l'expliquer. Mes problèmes ont commencé lorsque les groupes armés du Rwanda, le pays dirigé par Kagame, m'ont prise alors que j'avais sur moi mes jumeaux. Ils me tenaient les jambes et mon mari était debout à côté de moi. Les rebelles m'ont violée devant mes enfants après avoir tué mon mari. Ensuite, à 4, ils ont introduit leurs armes dans mon vagin. Voilà comment j'ai eu ce problème. Ce problème, c'est la fistule, provoquée, racontent ces femmes, par des mutilations génitales lors d'un viol. Une affection qui provoque incontinence urinaire et fécale, mais aussi l'exclusion dans la société. Lorsque j'ai eu ma fistule, les gens ont commencé à me fuir car je dégageais une odeur nauséabonde. Je ne pouvais ni aller à l'église, ni sortir de chez moi. C'est lorsque je suis arrivée à l'hôpital de Panzi que j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Ces femmes martyrisées voient dans l'hôpital de Panzi et son fondateur, le docteur Mukwege, leur unique chance de retrouver leur vie d'avant. Au bloc opératoire, l'équipe médicale répare les corps mutilés, une chirurgie reconstructive vitale pour ces femmes. Je compare cette pathologie à la lèpre à l'époque parce que, en fait, ce sont des femmes qui sont rejetées par leur communauté du fait qu'elles perdent les urines et les matières fécales. Cet hôpital est le seul de la région, spécialisé dans le traitement des troubles gynécologiques. 4300 femmes souffrant de fistules ont été traitées à l'hôpital de Panzi l'année dernière. C'est la fin du Journal Afrique. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.